Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sébastien Pialou. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas encore trop faim. Je suis directeur, au sein des équipes de transformation digitale du groupe SNCF de toute la partie data et IoT. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à manager une équipe de 80 personnes environ qui va aider toutes les entités du groupe sur ces problématiques de big data, d'intelligence artificielle et aussi d'Internet des objets et d'IoT. Et en fait, on va les aider à réaliser des projets qui sont assez variés. Ça va de mettre en disposition des capteurs sur des escaliers mécaniques pour contrôler leur fonctionnement, à créer des puits de données pour faciliter l'accès aux données, voire à mettre en place des algorithmes pour faire de la maintenance prédictive sur des infrastructures. Du coup, je remercie beaucoup Helium de m'avoir invité pour parler de l'entreprise quantifiée parce que il se trouve que ce sujet est au cœur de... C'est un des axes majeurs de l'entreprise pour les années à venir. Et chez SNCF, on appelle ça la data company. Alors, pourquoi les présidents Pépi et Jantet ont décidé de s'orienter là-dedans? C'est que si on regarde à l'heure du digital, la capacité à générer et à traiter de la donnée est une mesure de la valeur de... Si on regarde la valorisation croissante d'entreprises de la Silicon Valley, c'est assez impressionnant. Vous avez par exemple Instagram, en 2012, c'est 100 millions d'utilisateurs et 1 milliard de dollars. 2014, c'est WhatsApp, qui finalement va être acheté pour 22 milliards de dollars au total. Et récemment Uber, qui est valorisé 50 milliards de dollars. Dans le cas des deux premières entreprises, aucune des deux ne générait de revenus. Et la troisième générait en 2017 4 milliards. Donc on voit bien que là-dedans, ce qu'elles avaient, c'était une capacité à générer de la donnée via leurs utilisateurs et en fait à créer de nouveaux services. Et c'est cette capacité d'innovation qui est récompensée aujourd'hui et qui va faire en sorte que ces entreprises digitales vont avoir une valorisation. Et donc la question pour un groupe comme SNCF, c'est finalement, qu'est-ce qu'une société industrielle plutôt traditionnelle a joué là-dedans? Qu'est-ce que nous, avec nos 30 000 km de voies, nos 17 000 trains par jour, nos 4 millions de passagers quotidiens, nous avons à jouer là-dedans? Et si je prends le diptyque qui est assez répandu maintenant dans la transformation digitale, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire mieux grâce à la donnée? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de différent, d'inventer en termes de nouveaux services, de nouveaux process, et surtout comment je vais le faire? Et du coup, suite à l'invitation d'Helium, ce que je vous propose, c'est de regarder deux choses. Tout d'abord, quels sont les assets du groupe SNCF aujourd'hui, les assets naturels, les assets que nous avons construits. Et dans un deuxième temps, de vous parler des enjeux qui nous restent à monter et le chemin qui nous reste à parcourir. Et j'espère vous convaincre que ces enjeux, ils sont moins technologiques aujourd'hui que culturels. Donc, dans un premier temps, qui concerne les assets. Alors les assets, le premier asset naturel de toute entreprise industrielle, c'est un patrimoine phénoménal de données. Alors quand je parle de données, ici, je ne parle pas uniquement de données marketing. En fait, pour nous, tout est donné. C'est-à-dire vous avez tout ce que vous avez dans vos bases de données, vous avez les rapports écrits des cheminots, de vos agents lorsqu'ils interviennent sur un incident, vous avez des données externes comme les données météo, vous avez des images, en fait tout ça pour nous, c'est de la donnée. Et deuxièmement, un groupe comme SNCF, c'est assez large. Moi je l'ai rejoint il y a 3 ans pour m'occuper de cette practice data, je n'imaginais pas la diversité. Un chiffre, il y a moins de 50% aujourd'hui du chiffre d'affaires de SNCF qui est réalisé via le transport de passagers par train. En fait, vous avez un groupe qui est présent sur toutes les mobilités, qui est global, qui est à la fois, vous avez à la fois des entreprises de transport, tout mode confondu à part l'avion, des entreprises aussi de transport de marchandises, et c'est une ville de 250 000 habitants avec plein de corps de métier. Des RH, des achats, et des juristes. Et tous ceux-là vont être intéressés
par les problématiques data. Je vais vous citer un exemple. C'est un exemple qui concerne l'adhérence dégradée. Alors, c'est quoi l'adhérence dégradée? C'est quand les roues des trains commencent à glisser sur le rail plutôt que de rouler. Ça arrive en général à l'automne. Et c'est un enjeu pour nous parce que finalement, quand ça arrive, la roue s'aplatit. On parle de roue carrée parfois. Et du coup, le train est mis en maintenance, ce qui occasionne des minutes de retard, des annulations pour nos passagers, donc un désagrément, et pour nous, un surcoût de maintenance. Et quand on a voulu traiter ce sujet-là, eh bien, il a fallu réunir plusieurs corps de métier. À la fois le gestionnaire d'infrastructure, parce qu'il est responsable du nettoyage des routes. Et lui avait comme type de données des rapports écrits. La description du patrimoine végétal aux alentours des voies, parce que souvent on se disait, tiens, c'est peut-être une histoire de feuilles mortes, cette adhérence dégradée. On a aussi les conducteurs, parce que l'adhérence dégradée, ça peut être aussi lié à le fait que vous avez des accélérations trop brusques. Vous avez aussi les services du matériel, et parce que vous avez des systèmes d'anti-patinage. Et donc, c'est toutes ces données-là, de tous ces métiers-là, qui nous ont permis finalement de voir que le problème d'adhérence dégradée, ce n'était pas que les feuilles mortes, c'était multifactoriel, et de commencer petit à petit à identifier chacun des facteurs. Donc, le premier patrimoine, c'est le premier asset, c'est un patrimoine de données, et le deuxième asset naturel, c'est nos agents. Nos agents, je vais vous donner un exemple qui va l'illustrer. On avait une problématique sur de la maintenance, pour la maintenance des voies, pour essayer d'identifier les causes qui nous amèneraient à réparer ou à régénérer, c'est-à-dire changer sur. Les data scientists de mon équipe ne comprenaient pas pourquoi une portion de voie ne répondait pas à leur modèle, et malgré toute l'analyse qu'ils avaient pu faire. Et en fait, ils se sont adressés à un expert de cette voie-là, cette portion de voie, qui a dit « Ah mais oui, mais ça c'est parce qu'au 19e siècle, en fait, on a... c'était une rivière asséchée. Vous aviez une rivière qu'on a dû assécher pour pouvoir mettre la voie de chemin de fer. Et ça, c'est en fait nos agents, c'est la mémoire de notre entreprise. Donc c'est dans la data company, c'est un capital clé si on veut arriver à faire quelque chose. Une fois que vous avez ces assets naturels, il y a les assets que vous pouvez construire. Sur les assets qu'on a construits, on a d'abord des assets technologiques, des plateformes sur lesquelles on va concentrer la donnée, à la fois des capteurs et de tout le reste du SI de SNCF. Ensuite, le deuxième type d'assets, c'est des centres d'expertise, ce que nous avons monté depuis 3 ans, avec des data scientists, des ingénieurs IT, et qui sont attirés par la diversité aujourd'hui des use cases, des cas d'usage que j'espère vous avoir fait toucher du doigt. Ensuite, c'est intéressant, je pense, de savoir comment on a procédé. On n'était pas dans une démarche de planification, on était dans une démarche d'itération. C'est-à-dire qu'on s'est construit autour de projets successifs. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il n'y avait pas de livre blanc quand on est parti pour créer cette activité data. Et donc, on a eu des échecs et on a eu des succès. Les échecs nous ont permis de pas mal apprendre et de surtout pivoter assez souvent. Troisième type d'asset que nous avons construit, ça tourne autour de l'open data. L'open data, vous diffusez vos données, on diffuse nos données depuis 2010. On a, je crois, 210 jeux de données ouverts aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on les diffuse via API. Donc ça permet de voir un petit peu ce qui intéresse. Et donc, finalement, l'open data pour nous, c'est un observatoire de l'usage de nos données. Ça permet de savoir, finalement, quelles sont à la fois les données qui intéressent, mais aussi quels usages en sont faits derrière par, je crois, plus de 8000 aujourd'hui utilisateurs actifs de notre plateforme open data. Enfin, le dernier point, c'est que SNCF souhaite développer une posture de tiers de confiance. Quand on voit ce qui se passe au niveau de la RGPD, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que la RGPD dit que la donnée appartient à vous et à nos collaborateurs, c'est de la donnée personnelle. Et donc, du coup, vous avez une nécessité de démontrer que vous rendez un service quand vous utilisez la donnée
Donc vous devez faire preuve vous devez inspirer confiance. Et SNCF, comme je pense plusieurs entreprises industrielles, n'est pas trop mal placée là-dessus, parce que c'est plus facile de démontrer votre valeur ajoutée quand il s'agit de faciliter une expérience de transport que quand vous êtes un géant du web naturel où votre core business, c'est de vendre de la publicité. Et donc là-dessus, typiquement, quand aujourd'hui sur l'application SNCF, quand vous l'utilisez, il y a déjà 500 000 personnes qui ont accepté qu'on utilise leur géolocalisation pour pouvoir derrière leur donner un service qui est de faciliter l'usage de l'appli SNCF. Donc ces assets-là, les assets naturels, les assets que nous avons construits, c'est une base sur laquelle on se repose et sur laquelle on capitalise patiemment depuis 3 ans maintenant. Maintenant, il y a le futur. Et le futur, c'est 3 enjeux. C'est un enjeu de sécurité, un enjeu de désilotage transversalité et un enjeu de rapidité. Premier enjeu, la sécurité. Alors la sécurité, nous constatons que c'est sur la donnée, c'est un enjeu clé, évidemment, comme on a entendu parler dans les médias. Et aussi, on voit une certaine vigueur en ce moment au niveau des attaques qu'on peut avoir à gérer sur notre SI. Donc c'est un enjeu qui doit concerner tout le monde, depuis la gestion, depuis le fait de créer cette donnée via des capteurs IoT, le fait de stocker cette donnée, le fait de l'utiliser. Et quand on pense sécurité, on ne doit pas juste penser à vol de données. On doit penser aussi corruption des données, notamment quand vous êtes un opérateur industriel. Il n'y a rien de pire que si nos données étaient corrompues et qu'on prenait de mauvaises décisions sur la base de ces données-là. Quand on parle sécurité, il faut aussi parler gestion de crise sur les données. Je vais donner un exemple qui s'est passé à l'été 2017. Et c'est l'agence de transport public suédoise qui, en fait, avait sous-traité sa base de données client et qui l'avait, notamment via un prestataire, envoyé à l'extérieur, notamment à l'extérieur de l'Union européenne, notamment en Europe de l'Est. Et du coup, pris de panique, les dirigeants ont fait un choix qui a été de dire cette base de données de 6 millions de membres, je vous demande de supprimer telle liste de noms. Pourquoi ça a posé problème, ça ? C'est que, en fait, ces 6 millions de personnes, c'était les utilisateurs. Dans ces utilisateurs, vous avez des personnes sensibles, comme des membres des renseignements, comme des témoins protégés, comme des membres des forces militaires. Et en fait, plutôt que de dire j'écrase et je renvoie une nouvelle base, je mettais le doigt sur les personnes qui, en l'occurrence, pouvaient poser problème dans cette base de données-là. Et ça, c'est une décision qui a été prise à un certain niveau et qui a occasionné, je crois, le départ d'un ministre. Donc, le fait de préparer un plan de crise lié aux atteintes sur la donnée, c'est quelque chose qui est capital. Premier enjeu, sécurité. Deuxième enjeu, le désilotage et trouver le bon équilibre. Comme vous le voyez tout à l'heure sur l'exemple concerné l'adhérence dégradée, eh bien en fait, une donnée n'a de valeur que si elle est partagée quelquefois, si elle est partagée par plusieurs entités différentes. Le gestionnaire d'infrastructure, au travers de ces campagnes de nettoyage, ne pouvait pas savoir que finalement, si jamais on se situe en sortie de gare, en train d'accélérer dans une courbe avec un plan d'eau à côté, les systèmes de patinage tiendraient beaucoup plus... ce ne serait pas très fiable. Et donc, du coup, il y a une transversalité de la donnée à cranter. Autre sujet, vous ne devez pas avoir de silo technologique. Entre, par exemple, Big Data et IoT, on a décidé récemment de dire on va mettre sur nos 30 000 km de voie des capteurs pour mesurer la température. En faisant ça, ça nous évite de faire des tournées manuelles pour pouvoir vérifier qu'on ne dépasse pas 40. Mais là, récemment, on vient de se dire, mais plutôt que de déployer ces 10 000 capteurs ou ces 20 000 capteurs, est-ce qu'on n'a pas intérêt à en déployer un certain nombre, mettons 500, 1000, libérés, et derrière de faire tourner des modèles de data science qui vont nous permettre de faire des ABAC. Et quelque part, une fois qu'on aura renouvelé des ABAC fondés sur de la météo, de se dire, j'ai peut-être même plus besoin de ces capteurs, je peux les retirer. Donc du coup, pas de silo technologique,
Et troisièmement, pas de silo de compétences. Vous ne pouvez pas avoir les data scientists d'un côté et les experts métiers de l'autre. Conférer ce que je vous ai raconté sur la mémoire d'entreprise. Si on n'avait pas eu l'expert métier qui parlait à nos data scientists pour parler de la rivière asséchée, on serait encore en train de boucler. Pardonnez l'expression. Donc du coup, on arrive vite sur cette notion de désiloter. Et pour désiloter, on arrive à ces problématiques d'organisation. Et là, sur l'organisation, je pense que ce qui est important, c'est comment on trouve un bon équilibre. Les silos, s'ils sont inventés dans les grandes entreprises, c'est aussi parce que ça permet de concentrer l'activité et d'être plus efficace. Donc l'enjeu, c'est quel est le socle minimum que vous donnez aux différentes entités d'un groupe industriel pour leur permettre d'être autonomes. Quelle est aussi la bonne répartition d'activités entre le local, le terrain, pour nous, dans les différentes régions de France, pour leur donner une capacité à faire par eux-mêmes. Donc, enjeu de transversalité. Troisième enjeu, la rapidité. La rapidité, on voit que les choses vont très vite. Titre d'exemple, dans notre direction, quand je vous parlais de plateformes technologiques qu'on a mis en place, en fait, on en a mis 4 successives en 3 ans, parce que les technologies évoluaient, parce qu'on était parti sur certaines hypothèses qui sont révélées fausses, et donc il faut arriver à pivoter en permanence. Et du coup, la rapidité, ça a été beaucoup poussé par les technologies. Mais en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que pour faire face à cette rapidité, on a en face une culture chez nous, SNCF, d'ingénieurs. Il faut que tout soit exhaustif, tout soit parfait. Et ça, c'est un peu un problème parce que la data, c'est aussi une culture un petit peu probabiliste. Vous n'avez pas besoin qu'une donnée soit parfaite pour qu'elle commence à rendre des premiers services. Il est quelquefois mieux d'avoir des projets qui aident à prédire rapidement en donnant des indications qu'un projet qui arriverait à intégrer tous les paramètres, qui ferait tout à 100%, mais qui arriverait trop tard. Et donc, comment on peut résoudre vis-à-vis notamment au travail qu'on fait avec nos agents, cet enjeu-là de transformer leur culture, c'est en traitant d'abord leurs irritants. Et pas forcément toujours le projet à plus forte valeur ajoutée, mais celui qui va tout de suite leur apporter des bénéfices. Dernier enjeu de rapidité, c'est vis-à-vis de votre management. Il faut arriver à le convaincre de passer d'un mode de planification où vous dites le mieux c'est de traiter les projets à plus forte valeur ajoutée potentielle pour aller sur des projets à plus forte valeur créée. Parce que sur les projets data qu'on peut initier, souvent c'est très compliqué au début d'arriver à savoir exactement combien ça va. On a un impératif par contre, c'est que de partir, de le faire vite et d'itérer et de pivoter très rapidement. Pour éviter des catastrophes industrielles. Mais on change vraiment de paradigme, on est moins dans la planification et plus dans l'industrialisation. Donc, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'était que la data et donc l'entreprise quantifiée ou la data company, c'est un enjeu stratégique pour SNCF et pour notamment une entreprise qui gère un patrimoine phénoménal à travers tous ses métiers, à travers ses 30 000 km de voies, ses 17 000 trains, ses 4 millions de voyageurs par jour. Et que nous en avons fait un des axes stratégiques de développement de SNCF depuis qu'on a amorcé notre transformation digitale depuis 2015. Il nous reste pas mal de choses encore à voir en termes de culture sur la sécurité, la transversalité et rapidité. Alors, culture sur la sécurité c'est dans l'ADN d'un transporteur. Et surtout, le fait de dire que la sécurité des données, ça doit être vu de manière très large et pas juste par des spécialistes. Et que tous ces changements-là dont je vous ai parlé, en fait, ils dépassent l'aspect technologique, ils vont aussi sur des aspects culturels, et que donc, bien sûr, il va y avoir des peurs, bien sûr, il va falloir les traiter, mais s'il est très difficile de savoir combien, par exemple, d'emplois pourraient être détruits dans les années à venir, ce qui peut être un peu plus sûr, c'est que les entreprises qui n'auront pas réussi le virage de l'entreprise quantifiée, elles auront des gros problèmes de productivité et des gros problèmes d'emploi. Voilà, je vous remercie beaucoup.